Alors, très bien, on va commencer maintenant la présentation concernant les contacteurs. Les contacteurs, ça constitue l'un des principaux appareillages, non pas de protection, mais d'interruption, c'est clair? Parce qu'ils permettent d'établir ou bien interrompre le courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'un contacteur? C'est un appareil électromagnétique, ça veut dire qu'il utilise le champ magnétique, bien sûr, pour établir une connexion. Alors, c'est un appareil électromagnétique de connexion ayant une seule position de repos. Commandé électriquement est capable d'établir, de supporter et d'interrompre le courant électrique dans les conditions normales du circuit, puisqu'il ne permet pas la protection. C'est essentiellement un appareil de commande et de contrôle capable d'effectuer un grand nombre de manœuvres sur des courants en charge normaux. Ça veut dire qu'il peut s'ouvrir, se fermer plusieurs fois. Il y a plusieurs, bien sûr, nombres de manœuvres qui peuvent être effectuées. Il est différent d'un interrupteur parce que l'interrupteur il est commandable mécaniquement. Le contacteur il est commandable électriquement. C'est clair, c'est pour cette raison qu'on peut l'utiliser avec des automates programmables ou bien avec, bien sûr, un dispositif d'automatisation. Alors, ce que vous voyez ici, le contacteur, il est composé de deux parties. Vous avez ici la bobine. C'est clair? C'est la bobine de relais. Et là, bien sûr, vous avez les contacts du contacteur. Vous avez les bornes dans la partie puissance et vous avez les bornes dans la partie de commande. Ce que vous voyez ici, c'est 1, vous avez 3 et vous avez le 5. Cela veut dire que celles-là, ce sont les entrées. Si vous avez bien sûr les câbles, ce sont les entrées. Là, vous avez le 2, le 4 et le 6, ce sont les sorties. Ça, ce sont les contacts, bien sûr, principaux. Ça sera L1, L2, L3. Ce que vous voyez ici, c'est un contact auxiliaire. C'est le 1,13, ou bien c'est le 13, et là, c'est le 14. Qu'est-ce que vous voyez? NO. Ça veut dire quoi, NO? Ça veut dire qu'il est normalement ouvert. Ça veut dire à l'état repos, il est ouvert. C'est la position de repos. Il a une seule position de repos. La position de repos, il est normalement ouvert. Normally closed. NC. NO, ça veut dire normally open, ou bien normalement ouvert. Très bien. Bien sûr, sa construction générale, ils peuvent être soit unipolaire, bipolaire, tripolaire ou bien encore tétrapolaire. C'est clair? Et il peut aussi fonctionner, bien sûr, sur plusieurs tensions allant de 24 volts jusqu'aux 400 volts. Il a bien sûr des contacts principaux, ce sont les éléments de contact qui permettent d'établir, interrompre le courant dans les circuits de puissance. Bien sûr, ça va être dans le circuit de puissance. Et il a aussi un organe de commande. C'est un électroaimant. Qu'est-ce qu'un électroaimant? C'est une bobine qui sera parcourue par le courant électrique. Elle va créer un champ. Parce que vous voyez ici, qu'est-ce qu'un contacteur? Tout simplement, vous pouvez l'imaginer comme suite. Vous avez une bobine et à côté d'elle, bien sûr, il y a un interrupteur. C'est clair? Supposons que cet interrupteur, par exemple, il est dans la position fermée. Ça, c'est un ressort. Bien sûr, au moment qu'il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas de champ magnétique, cela veut dire que le ressort va tirer l'interrupteur pour qu'il soit fermé. Maintenant, lorsqu'on fait passer un courant ici, il va se créer un champ magnétique. Ce champ magnétique va tirer cette pièce. Ainsi, bien sûr, vous allez avoir la borne qui va s'ouvrir. Ou bien l'inverse. Soit
il est normalement ouvert, le passage du courant électrique va le fermer. Soit il est normalement fermé, le passage du courant électrique va l'ouvrir. Là, il a juste posé ici. Voilà, c'est un relais. C'est un relais en quelque sorte. Mais là, il peut être bien sûr unipolaire, bipolaire, tétrapolaire ou bien tripolaire. C'est le même principe, il fonctionne toujours, il aura une bobine. Et la bobine, elle est où? Bien sûr, elle n'est pas présentée ici, mais elle est derrière. Ce que vous allez voir, la bobine, elle est derrière. On peut la voir par dessus. Regardez, l'avantage de ce contacteur, c'est qu'il peut supporter des contacts auxiliaires instantanés, comme des contacts, bien sûr, temporisés. Quels sont les contacts auxiliaires instantanés? Tout simplement, les contacts auxiliaires instantanés, ça veut dire si vous voulez ajouter d'autres bornes auxiliaires. Par exemple, dans mon interrupteur, celui-là, j'ai combien de bornes auxiliaires? Voilà, une seule borne. C'est clair? Supposons que je vais avoir 3 bornes auxiliaires. Ça veut dire que si vous fermez ça, il y en a 3 bornes auxiliaires qui vont se fermer. Je dois ajouter 2. Comment ajouter ces 2? C'est d'ajouter, bien sûr, des accessoires. Ces accessoires, par exemple, si on a ajouté cet accessoire, qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux nombres auxiliaires, deux bornes auxiliaires normalement ouvertes et deux bornes auxiliaires qui sont normalement fermées. Et ça, bien sûr, je peux augmenter le nombre de bornes auxiliaires pour, par exemple, allumer des lampes, actionner, bien sûr, le mettre en parallèle avec un interrupteur. Cela, ce sont des choses très importantes. Vous pouvez avoir aussi des contacts temporisés. Ça veut dire quoi des contacts temporisés? Il faut bien noter leur symbole. Les contacts temporisés sont normalement fermés comme ils peuvent être normalement ouverts. Ce n'est pas comme les bornes auxiliaires instantanées. Instantané, ça veut dire s'il y a un courant qui passe par la bobine, instantanément, cette borne, elle va se fermer. Ces deux bornes, ils vont s'ouvrir. Cette borne, ils vont se fermer. Mais là, s'il y a un courant qui passe par la bobine, ce n'est pas instantanément. Mais après un délai. Le délai, par quoi je vais le préciser? Par ce pupitre. Là, il y a bien sûr des secondes. Il peut même avoir des minutes dans quelque sorte. Vous choisissez par exemple 3 secondes, ça veut dire que s'il y a un courant dans la bobine, après 3 secondes, celle-là va s'ouvrir. Après 3 secondes, celle-là va se fermer. C'est clair? C'est ça le contact temporisé. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Quand par exemple, vous faites, je ne sais pas, le four, vous le programmez pendant par exemple 1 heure. Après 1 heure, le four va s'éteindre. C'est la même chose. C'est clair? Et vous pouvez mettre, par exemple, il y en a pour les machines à laver récemment, après par exemple 1 heure, elle peut démarrer. C'est clair? Soit elle va s'éteindre après 1 heure, soit elle va démarrer après 1 heure. Alors là, ce sont des contacts qu'on peut les ajouter. On verra ça bien sûr dans la pratique lorsqu'on va rencontrer ces types des appareillages. Et aussi, bien sûr, vous pouvez aussi faire un dispositif de condamnation mécanique. Regardez ici. Ça, c'est quoi un dispositif de condamnation mécanique? C'est un appareillage, bien sûr, interdit l'éclenchement simultané de deux contacteurs juxtaposés. Cela veut dire quoi? Si vous voulez deux contacteurs. Un contacteur, bien sûr, par exemple, si je prends cet exemple, vous voyez ici le moteur. Le moteur, il peut fonctionner soit en étoile, ça c'est le Y, soit il peut fonctionner en triangle. Mais il ne doit pas fonctionner en même temps, étoile et triangle. Ça veut dire, ça c'est le démarrage étoile-triangle des machines asynchrone. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Parce qu'on a déjà dit que le démarrage de la machine asynchrone dès le départ absorbe un courant de démarrage très important. Pour réduire ce courant de démarrage, on procède par le démarrage étoile et puis je bascule par le démarrage triangle. Ça, vous allez découvrir dans la partie électrotechnique concernant les moteurs. Pour ce faire, je dois commencer par l'étoile et basculer vers le triangle. Mais il ne doit pas y avoir à un certain moment les deux en même temps. C'est clair? Comment démarrer en étoile? C'est en actionnant ce contacteur. Voici. Déjà, le symbole des contacteurs, c'est ça. Ça, c'est le symbole des contacteurs. Ce n'est pas comme l'interrupteur un cercle, mais ça va être un demi-cercle. C'est ça le contacteur. Alors, je commence par celui-là. Et puis, pour s'assurer que celle-là va s'ouvrir et après celle-là va se fermer juste après l'ouverture de la première,
on utilise un dispositif que je l'appelle condamnation mécanique. Il va s'assurer que les deux ne sont pas ouverts ou bien fermés en même temps. C'est clair? Très bien. Alors, essayons de voir maintenant où est le contacteur dans notre schéma. Ça, on a dit, c'est quoi ça? Ça, c'est le sectionneur. Porte fusible. Où est le contacteur? Regardez, vous avez toujours le contacteur, on utilise le KM. Contacteur principal. KM, c'est contacteur principal. On a déjà vu ça dans les tableaux. C'est clair, il y a les contacteurs principaux, il y a les contacteurs auxiliaires. Alors là, c'est un contacteur principal numéro 1. Ça, c'est un sectionneur. Où sont les bornes de puissance? Vous avez la première, la deuxième, la troisième. C'est tripolaire. Où sont les bornes auxiliaires? Essayons de voir le schéma. Il est là. Vous le voyez. Est-ce qu'il y a une autre chose? La bobine. Ce qui fait, le contacteur, c'est un seul dispositif. Mais dans le schéma électrique, je le vois dispersé. Cela veut dire que ça, cette-là et celle-là, c'est un seul appareil. Et dans les schémas électriques, on les représente d'une manière disperse. Cela ne veut dire pas que la bobine elle est séparée, que le contacteur auxiliaire, que le contacteur principal. Tout cela, c'est englobé dans un seul dispositif. On est d'accord, s'il vous plaît? Bien. Maintenant, pourquoi on a fait ce dispositif? Déjà, pourquoi, bien sûr, le contacteur, on l'a mis ici? Alors, je vous explique un peu ce schéma. Regardez, s'il vous plaît. Normalement, s'il n'y a pas de courant électrique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fermer les contacts de pré-coupure, n'est-ce pas? Les sectionneurs. Et après, je vais fermer tout cela. C'est bien. Ça, c'est quoi? C'est un transformateur qui va transformer de 400 volts à 24 volts. Ce qui fait tout ce qui va suivre ici, ce sont la partie, voilà, c'est la partie commande. Et là, c'est la partie puissance qui fonctionne à 400. Dans la partie puissance, qu'est-ce qu'on retrouve? Le moteur. Ça, bien sûr, c'est un relais, on va le voir par la suite. Et après, lorsque j'ai fermé ça, je dois fermer, bien sûr, le sectionneur porte fusible. Maintenant, le contacteur il est ouvert. Le moteur n'absorbe aucun courant. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que vous voyez ici, alors je ne vais pas parler pour le moment de F1, je vais parler de F1. Je vais vous parler de S2, S1 et S3. C'est bien. Lorsque vous voyez ce symbole, ça, c'est un bouton poussoir. Qu'est-ce qu'un bouton poussoir? Un bouton poussoir, c'est un bouton. Lorsque vous cliquez, il est dans une position, mais lorsque vous relâchez, il revient à la position initiale. Il y a un ressort qui le remet à la position initiale. Ça veut dire que ce bouton poussoir, il est normalement comment? Il est normalement ouvert. Si vous cliquez sur ce bouton poussoir, il va se fermer. Mais si vous relâchez, il va s'ouvrir. Est-ce que c'est clair? Comme bien sûr, vous pouvez le considérer comme le bouton vert. Celui-là, je peux bien sûr dire que c'est le bouton vert. C'est le bouton de démarrage. On est d'accord? Le S2, c'est quoi? C'est un bouton poussoir, mais il est normalement fermé. Ça veut dire si vous cliquez sur ce bouton, il va s'ouvrir. Mais si vous le relâchez, il va se fermer. Généralement, il est utilisé pour l'arrêt. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Supposons que ce KM1 n'existe pas. Supposons qu'il n'existe pas. Regardez s'il vous plaît ce qui va se passer. Ça, c'est fermé. Le S2, c'est fermé. Le S3, c'est ouvert. D'accord? Si je ferme le S3, bien sûr, on a dit que tout cela, c'est fermé. Je vais refermer ça. Si je ferme le S3, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que le KM1 n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un courant qui va passer par la bobine. La bobine va créer un champ magnétique. Le champ magnétique va agir sur le KM1, il va le fermer. Maintenant, est-ce que je vais garder mon doigt sur le S3? Bien sûr, à un moment donné, je dois le relâcher. Si je relâche le S3, qu'est-ce qui va se passer? Le S3 va s'ouvrir. Ainsi, bien sûr, c'est toujours fermé. Je vais le remettre. Le S3 va s'ouvrir. Ainsi, il n'y a plus de courant dans la bobine. Ainsi, le KM1 va s'ouvrir. Le moteur va arrêter à tourner. Maintenant, pour maintenir la fermeture, qu'est-ce qu'on a fait? La borne qui est normalement ouverte, je l'ai fait en parallèle avec le KM1. De telle sorte que si je clique
sur le S3. Maintenant, je ferme le S3. Le courant va passer par le KM1. Le KM1 va exciter la bobine pour qu'elle ferme les bornes principaux de contacteur. Et aussi, elle va fermer la borne auxiliaire. Maintenant, même si je relâche le S3, regardez le courant, il passe ici. D'accord? Ainsi, la bobine garde son excitation et le contacteur garde, bien sûr, sa fermeture. Pour arrêter le moteur, qu'est-ce que je dois faire? Cliquer sur le S2. C'est clair? C'est cliquer sur le S2 ou bien cliquer sur le S1 ou bien actionner le F1. Le F1, c'est un relais, ça va être actionné tout seul lorsqu'il y a un surcharge. Le S1, c'est l'exemple d'un arrêt d'urgence. C'est clair? Ça, c'est l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, c'est quoi? C'est un contact normalement fermé, mais vous avez bien sûr ce symbole. Là, c'est la poignée sur laquelle vous allez cliquer. C'est clair? Ça, c'est l'exemple ou bien c'est le symbole de l'arrêt d'urgence. Arrêt d'urgence. Là, c'est le symbole d'un bouton poussoir normalement fermé. Il est utilisé pour arrêter, pour l'arrêt. Et celui-là, c'est un bouton poussoir normalement ouvert. Il est utilisé pour le démarrage. C'est clair? C'est pour cette raison que ça va être le S3, c'est le bouton rouge, le bouton vert. Le S2, c'est le bouton rouge. Et le S1, c'est le bouton arrêt d'urgence. On est d'accord ici le fonctionnement? Alors, jusqu'à maintenant, on a vu les sectionneurs. On a vu bien sûr le contacteur et les bornes auxiliaires, bien sûr, du contacteur avec sa bobine. Très bien. Alors, revenons, s'il vous plaît, à notre cours ici. Voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse déjà dans l'interrupteur ou bien dans le contacteur? Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le choix de contacteur à utiliser. Comme on a vu avec le sectionneur, pour choisir le bon contacteur, il faut passer bien sûr par cet organigramme. Premièrement, la catégorie d'emploi, elle est très importante. Le courant d'emploi, vous avez la tension, la puissance, la tension de commande et l'accessoire. Déjà, c'est quoi la catégorie d'emploi? Regardez. C'est la catégorie d'emploi normalisée. Tout cela, c'est normalisé. Normalisé, bien sûr, par des études qui fixent les valeurs du courant que le contacteur doit établir et couper. Elle dépend de quoi? La nature du récepteur. Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est une machine à courant, une machine asynchrone, machine synchrone? Est-ce que c'est un contacteur ou bien il va fonctionner dans l'alternative? Est-ce qu'il va fonctionner dans le continu? Et les conditions dans lesquelles s'effectue la fermeture et l'ouverture. On va voir un peu les critères de choix concernant la catégorie d'emploi. Dans la catégorie d'emploi, qu'est-ce que vous avez? Premièrement, est-ce que c'est alternatif ou bien continu? C'est clair? Si c'est alternatif, ça doit commencer par DC, Direct Current. Si c'est alternatif, ça doit commencer par l'AC, Alternative Current. On est d'accord ici? Bien sûr, dans l'alternative ou bien dans le continu, vous avez plusieurs récepteurs. Alors, je vais parler d'un four, par exemple des récepteurs résistifs ou bien des récepteurs inductifs. Lorsqu'on parle d'un récepteur résistif, c'est comme un four. Récepteur inductif, ça va être bien sûr des moteurs. Vous n'avez pas encore vu les moteurs, mais je vais vous expliquer. De même sorte, soit vous allez travailler avec des résistances ou bien des moteurs. Là, ce sont des moteurs comment? À courant continu. Ça, ce sont le type d'excitation de ces moteurs à courant continu. Il faut rappeler que les types d'excitation de moteurs continus, il y a l'excitation série, séparée, parallèle et composée. Il y en a 4 types. Là, on a parlé directement de la moteur déviation et un moteur série. Moteur déviation, c'est l'excitation parallèle. Je ne vais pas entrer dans les détails du cours, vous allez le voir par la suite. Et là, c'est le moteur série. Généralement, le cas continu. Parce que dans l'industrie, c'est rare, on trouve quelque chose en continu. On trouve généralement, c'est l'alternative. Dans l'alternative, soit vous allez avoir des fours, quelque chose bien sûr qui s'échauffe, soit vous allez avoir bien sûr des moteurs. Et ça représente bien sûr généralement des moteurs qu'on retrouve dans l'industrie, ce sont les machines asynchrones. C'est clair? Les machines synchrones vraiment sont utilisées généralement comme des alternateurs, ou bien si vous voulez vraiment comment dirais-je, de la précision, vous voulez bien sûr, vous ne voulez pas que
il va y avoir du glissement et ainsi de suite. Alors, je vais parler d'un moteur à vague ou bien un moteur à cage. Ce sont les deux fameux types de machines asynchrone. Les moteurs à vague, ce sont les rotors bobinés. Les moteurs à cage, ce sont à cage d'écureuil. Le moteur à cage d'écureuil. C'est clair? Nous ne allons pas entrer dans les détails internes. Mais si vous utilisez bien sûr l'un de ces types, vous avez bien sûr une catégorie. Et chaque catégorie, c'est un catalogue. C'est clair? Chaque catégorie, c'est un catalogue à part. Alors, regardez, pour la catégorie moteur à cage, c'est le plus fameux moteur. Dans la catégorie AC3, il y a le démarrage, coupure du moteur lancé. Et là, démarrage, inversion et marche par à-coup. C'est clair? Alors, on va expliquer ça par la suite. Mais ce que vous devez connaître, c'est que la catégorie, elle est très importante. Bien. Deuxièmement, c'est quoi? Le courant d'emploi, qui définit bien sûr, suivant la tension d'emploi, la fréquence de service assignée à la catégorie d'emploi. Ou si vous avez la tension, c'est la valeur de la tension entre pôles. Vous avez la puissance à laquelle, bien sûr, c'est une puissance normalisée. Les moteurs ont des puissances normalisées. Vous avez la tension de commande parce que dans un contacteur, c'est une partie puissance et une partie commande. Quelle est la tension de la partie puissance? C'est celle-là. Ça, c'est la tension de la partie puissance et ça, c'est la tension de la partie commande. Et les accessoires, si on aura besoin des accessoires. Tout cela vous donne bien sûr la référence du contacteur Alain. C'est clair? Alors, pour le voir, essayons de se positionner dans un exemple. Essayons de se positionner dans un exemple. Alors, on a fait déjà ici le choix, mais je vais parler bien sûr ce qu'on a fait. Très bien, s'il vous plaît. L'exemple 1. Choisissez un contacteur, ou bien le contacteur correspond au cahier de charge suivant. Vous avez quoi? Un moteur asynchrone, triphasé à cage. Ce qui fait son rotor, il est à cage d'écureuil. C'est clair? Qu'est-ce que vous... Ou bien le contacteur, qu'est-ce qu'il doit faire? La coupure du moteur lancé. Ça veut dire le moteur, il est en démarrage et le contacteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le couper. C'est la coupure du moteur lancé. Quelle est la puissance utile du moteur? C'est la puissance normalisée. Cette puissance, où est-ce qu'on la trouve? Dans la plaque signalétique. Très bien. Le facteur de puissance est donné avec la tension, avec la fréquence. Tout cela, c'est dans la plaque signalétique de la machine. La tension de commande, c'est 24 volts. Elle est alternative. Parce qu'il peut y avoir des tensions de commande qui sont continues. Bien. À partir de là, je dois commencer par quoi? Quelle catégorie je vais utiliser ici? Je suis dans l'alternative. Moteur à cage, vous avez soit le AC3, soit le AC4. Coupure moteur lancé, c'est la catégorie AC3. C'est clair? On a choisi la catégorie premièrement AC3. Je vais chercher dans le catalogue Schneider la catégorie AC3. Vous avez un contacteur, regardez, ça c'est la catégorie AC3. Vous avez le contacteur tripolaire. Ou bien vous allez avoir un contacteur inverseur tripolaire. Est-ce qu'on a parlé d'un contacteur inverseur? Non. Et puis ça va être le contacteur tripolaire. Quelle est la tension? Vous avez C400. Quelle est la puissance? 15 kW. Je reviens ici. Où est le 400? Elle est là. Où est le 15? Elle est là. L'intersection de ces deux, elle vous donne, c'est le LC. Regardez, c'est le LC 1, D 32, mais il vous reste 2 points à remplir. On est d'accord? Bien, déjà dans ce LC1D 32, qu'est-ce que vous avez là? Le courant assigné d'emploi, c'est combien? Pas la peine de le calculer. C'est clair? C'est déjà 32. Parce que si vous voulez le calculer, ça va être simple. Comment calculer le courant? Voilà, le courant, ça sera la puissance sur la racine de 3 U cosinus phi. Ce que vous allez trouver, c'est quelque chose presque à ce 32. Le 32, c'est normalisé parce que c'est dans la plaque signalétique. Comme le 15, c'est normalisé. C'est clair, ce sont des valeurs normalisées selon une norme. Bien. Vous avez la catégorie, on l'a fait. Le courant d'emploi, c'est combien? 32 ampères. La tension d'emploi, 400 volts. Puissance, 15 kW.
tension de commande, 24 volts. Le choix du contacteur, repère de tension de commande pour des contacteurs et contacteurs inverseurs. Ce qui fait que ce choix, il est fait pour les contacteurs et les contacteurs inverseurs. Toujours dans la catégorie AC3. Bien. Est-ce que je suis en continu ou bien en alternative? Alternative, suivez bien, s'il vous plaît. Laquelle je vais utiliser? Vous avez ici 50, 60. Vous avez ici 50, vous avez 60. Laquelle je vais utiliser? Non. Non, ce n'est pas 50 ni 60. Regardez, c'était le LC1D 32. Bien. Vérifiez, s'il vous plaît. La première, c'est pour les LC de D09 jusqu'au D150. La deuxième, de LC D80 jusqu'au D115. Nous, on est de LC1 D32. Le 32, elle est là. Ce qui fait que je vais utiliser la première qui supporte les 50 et les 60. Avec la tension 24, je dois ajouter BCL. Ce qui fait que ça va être LC1 D32, BCL. C'est clair? Ça, c'est un contacteur. Avec d'autres types, c'est un autre contacteur. Ça, c'est un contacteur. Il a une seule référence. C'est clair? Si vous le cherchez, et je vous invite à le faire sur Internet, vous allez retrouver, c'est un contacteur, vraiment. C'est celui-là. Alors, regardez, la catégorie emploi AC3, c'est Alternative Current de type 3. Courant d'assignement 32, on l'a trouvé à partir du tableau. Référence du contacteur, ça sera le LC1D32B7. Essayons de voir maintenant cette référence. C'est ça, le LC1D32B7. C'est contact. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est son schéma. Ça, c'est quoi? C'est la bobine. C'est quoi? Les contacts principaux. Et là, ce sont les contacts auxiliaires. Un contact auxiliaire normalement ouvert, un contact auxiliaire normalement fermé. Lequel je vais le mettre en parallèle avec le bouton poussoir de démarrage? Contact. Voilà, c'est le 14-13, c'est celui-là qui va être. Mais celui-là va faire quoi, s'il vous plaît, à votre avis? Il est. Comment? Non, regardez. Lequel je vais le mettre en parallèle? Lequel va être ici? C'est celui-là. C'est le 14, c'est le 13-14. Ce qui fait ça, ça sera, attendez, ça sera bien sûr le 13 et ça sera le 14. Mais celui-là, c'est pour quelle raison? À votre avis, où est-ce que je peux l'utiliser? Non, ce n'est pas l'arrêt d'urgence. Peut-être, regardez, je peux le mettre ici. Soyez bien. Je peux le mettre ici. Ça veut dire que à l'état repos, qu'est-ce qu'il indique? À l'état repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excitation dans la bobine. Qu'est-ce qu'il va indiquer? Par exemple, la lampe, elle va s'allumer. C'est clair? Par exemple, une lampe rouge va s'allumer. Par exemple. Et lorsque le contacteur se ferme, la lampe va s'éteindre. C'est clair? Ce qui fait que la lampe rouge indique que le moteur il est en arrêt. Mais si la lampe rouge, elle est, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est éteinte, ça veut dire que le moteur il est en démarrage. Ce qui fait aussi, c'est là, je peux l'utiliser pour faire une lampe verte. Ça peut être une lampe verte. Ça peut être une lampe, bien sûr, une lampe rouge. La lampe rouge indique l'arrêt. La lampe verte indique le démarrage. Et là, vous pouvez penser à utiliser ça. Et bien sûr, ça, ce sont les lampes. Ça, c'est l'exemple des lampes. On peut les ajouter ici. C'est clair? Bien. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Vous avez un 3, 2, 1. Ça, ce sont les contacts normalement ouverts. Contacts normalement close. Ce sont les contacts auxiliaires. Et ça, c'est leur sortie. 1, 4 et 2, 2. L'entrée, c'est 1, 3. La sortie, c'est 1, 4. Là, c'est l'entrée, c'est 2, 1. La sortie, c'est 2, 2. Le A1 et le A2, c'est quoi? C'est la bobine. C'est clair? Et bien sûr, vous avez cette partie-là et cette partie-là. C'est l'entrée de la partie puissance. Et bien sûr, ça et ça et ça, c'est la sortie de la partie puissance. Là, on parle de L1, L2, L3. Là, on parle de T1, T2, T3. Et regardez, vous avez tout cela, c'est juste un seul appareil. Mais dans le schéma, ils sont dispersés. Vous avez celle-là, vous avez celle-là, vous avez ces trois.
et une autre qui n'est pas utilisée, qui est la contact normalement fermé. Est-ce que c'est clair? Très bien. Regardez s'il vous plaît. On a déterminé quoi dans ce cas? La référence. Je peux ajouter bien sûr ce contacteur. Deuxièmement, je détermine la référence. Deuxièmement, je détermine la durée de vie, parce que la durée de vie de ce contacteur, c'est très important, parce qu'il fait bien sûr des manœuvres. Et les manœuvres, c'est quoi? C'est l'ouverture et la fermeture. Combien d'ouverture et fermeture il va me donner? La détermination de la durée de vie du contacteur. LC1D32, BC. La puissance ici, c'est 15 kW, facteur de puissance 0,8. Et vous avez 400 volts, 50 volts. Comment déterminer sa durée de vie? Suivez bien. Si vous voyez le catalogue Schneider électrique, vous allez voir, ça c'est quoi? Ce sont des abacs. C'est clair? Ça vous donne la durée de vie. Il est très important de noter que, qu'est-ce que vous avez ici? Les millions de cycles de manœuvre. Un manœuvre, c'est ouverture-fermeture. C'est clair, vous l'avez manœuvré, il passe d'un état à un autre. Ça, c'est un cycle de manœuvre. Vous avez quoi ici? Les types des contacteurs. Bien. Nous, qu'est-ce qu'on utilise? Celui-là, le SC1D32. Parce que la tension de commande, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la première. Le type LC1D32. Clair? La catégorie SC1D32. Parce que ce sont d'autres références. Quelle est la tension d'utilisation? Alors, regardez comment tracer cet abac. Je commence premièrement par la tension. C'est la première. Deuxièmement, je commence par quoi? Par le choix. Troisièmement, regardez, je commence deuxièmement par le choix. Qu'est-ce que je fais? Je trace cette ligne. On est d'accord? Je trace cette ligne. Je vais vers la tension. Quelle est la puissance que j'avais? 15. Je trace cette ligne. L'intersection des deux, je la projette. Vous voyez, je la projette vers le nombre de cycles de manœuvre. Ça vous donne combien presque? 1,9. 1,9 million de cycles de manœuvre qu'il peut effectuer avant qu'il tombe en panne ou bien que sa durée de vie se termine. Est-ce que c'est clair? Je répète. Je peux choisir bien sûr ça au premier, comme je peux choisir ça au premier. Alors, on va se mettre d'accord, par exemple, le SC1D32. Et je vais tracer, bien sûr, le SC1D32. Où est la courbe? C'est celle-là. C'est ça, sa courbe. Et se termine ici. Parce que si j'ai choisi le LC1, ou bien le LP1, ou bien le LP4, c'est ça, sa courbe. Je vais voir la tension d'assignement avec la puissance. Et je vais, bien sûr, chercher le point d'intersection. Ce point d'intersection, je vais le projeter dans ce sens vers le nombre de cycles de manœuvre. Ça va me donner le 1,9 million de cycles de manœuvre. Très bien. Alors, environ 1,9 million de cycles de manœuvre. Suivez bien, s'il vous plaît. Si on vous dit que le contacteur fait 45 manœuvres par heure, 24 sur 24, 7 jours sur 7 dans une industrie. 1,9 million de cycles de manœuvre. Et lui, il fait combien? 45 manœuvres par heure. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour calculer la durée de vie? Oui. Alors, 1,9 million de manœuvres va me faire bien sûr combien? Combien d'heures? Combien d'heures? Regardez, si je fais, regardez, 1,9, 10 puissance combien? 6 sur 45, ça me donne combien? Le nombre d'heures. C'est clair? Si je veux avoir le nombre d'années, ça va être quoi? C'est le nombre d'heures divisé par... Il y a combien d'heures dans un jour? 24. Il y a combien de... 365. Ça vous donne combien, s'il vous plaît, ici? Alors, 1, ça vous donne le nombre d'heures. Et ce nombre d'heures, vous allez le diviser par 24 et vous allez le diviser par 365 pour vous donner le nombre d'années. C'est clair? Ça vous donne combien si vous faites le calcul? Alors, celle-là vous donne uniquement le nombre d'heures. Et ça, c'est avec ça, ça vous donne bien sûr le nombre d'années.
Alors, je vais l'écrire correctement ici. Alors, vous allez avoir le 1,910 puissance 6 sur 45. C'est clair? Sur 45 fois 24 fois 365. Ça vous donne, oui? 4000? Non, c'est trop. Alors, vous avez bien sûr 24 heures. 4,8. Voilà. 4,8 combien? Ans. Presque 5 ans. C'est clair? Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais presque bien sûr 5 ans. Ce qui fait là, je peux bien sûr prévoir de la maintenance préventive. J'achète le contacteur, je connais combien il fait, je calcule sa durée de vie et je programme de la maintenance. Ce qui fait après 5 ans, je dois le remplacer. Ce n'est pas 5 ans, presque 4 ans, je dois le remplacer pour travailler en toute sécurité. Est-ce qu'on est d'accord ici? Très bien. Alors, même si, même s'il ne tombe pas en panne, parce que moi, je dois bien sûr le changer avant qu'il tombe en panne. Même s'il est toujours fonctionnel. La durée de vie d'après, bien sûr, les essais qui ont été faits par Schneider Electric ont montré que ça, c'est sa durée de vie si vous le faites fonctionner à ces conditions. Alors, choisissez le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Vous avez moteur asynchrone triphasé à cage. À cage, ça veut dire que le rotor, il est à cage d'écureuil. Le moteur peut être coupé pendant le démarrage. La puissance utile 40 kW. La tension d'alimentation 230. La tension de commande 48. 50-60, ça n'a aucune importance. La catégorie d'emploi, ici, on doit la choisir. Regardez, on l'a déjà ici, mais on peut la déterminer. C'est clair? Au démarrage, ça c'est au démarrage. À cage, vous pouvez choisir le AC3, comme vous pouvez choisir le AC4. Puisqu'on en dispose déjà de la catégorie AC3, je peux l'utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai? La puissance. Alors, la puissance, c'est 40 kW sur 230. Alors, la première chose, c'est de choisir le 230 et le 40 kW. Ça vous donne des 150, 2 points. Avec les 2 points, je dois choisir quoi? Regardez, le LC1D, 150. Le 150, elle est où ici? Est-ce qu'elle est là ou bien elle est là? Dans la deuxième. Très bien. Qu'est-ce que je vais choisir? La première? Attendez, s'il vous plaît, essayons de voir. 150, voilà. Elle est l'extrémité. Ce qui fait que je vais choisir, bien sûr, 42, c'est ça? 42 volts. Essayons de voir. 48 volts. Le 48 volts, bien sûr. Je vais venir ici et choisir le 48 volts. Voici le 48 volts. Ça vous donne le E7. Ce qui fait la catégorie, ça sera LC2D 150 E7. C'est ce que vous allez avoir ici. LC1D ou bien 2D? Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Je m'excuse, parce qu'on a travaillé. Pourquoi on a choisi SC2? Parce que c'était le contacteur inverseur tripolaire. Ce n'est pas inverseur. C'est ce qu'on va voir. Contacteur tripolaire. Voilà. C'est le 230 à 40. C'est le LC1D 150. LC2, c'est inverseur. LC1, c'est non inverseur. Bien sûr, on ne va pas utiliser, bien sûr, les contacteurs inverseurs. Voilà. E7. Si vous voulez, bien sûr, voir son schéma exact ou bien à quoi ça ressemble, c'est ça, contacteur réel. Là, ça, c'est le contacteur réel. Bien sûr, il aura quoi? La borne 1, 2, 3, 1, 3, 5 et la borne 2, 4, 6. Ça, c'est l'entrée. Là, c'est la sortie. Et généralement, vous allez retrouver la bobine soit en arrière, soit à côté. C'est clair? Bien. Essayons de voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Déterminer la durée de vie de ce contacteur.
Regardez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? C'était le type LC1D 150. Parce que celle-là, ça ne m'intéresse pas. LC1D 150, qu'est-ce que je fais? Je trace et je choisis le 200.